Alors bonjour Joseph, je suis très content de te voir aujourd'hui dans ce café. On se voit assez souvent dans des cafés où on se croise, on parle et c'est la vie de Paris, la vie du centre de Paris qui est très agréable. Et aujourd'hui, j'aurais voulu que tu nous parles de ta vie au Hall et de ta vie un petit peu aussi extraordinaire que tu as eu avant les Halles. Je crois que tu es né dans le Calvados, non, c'est ça? Voilà, je suis né dans un petit village du Calvados près de Caen, oui, dans une propriété où j'ai passé à la campagne les 12 premières années de ma vie, donc dans un cadre vraiment très très champêtre et agréable. Ouais, super. Et puis par un concours de circonstances, mon père, qui était ingénieur agronome, a été nommé en poste à Marrakech pour s'occuper de questions d'irrigation. Et donc, trouvé à Marrakech à 12 ans. Alors nous avons été, mes parents et mes frères et sœurs et moi avons été téléportés à Marrakech. Donc changement complet d'univers. Et tu as fait ton lycée là-bas alors. Voilà. Alors j'étais au lycée Victor Hugo de Marrakech où j'ai passé 4 ou 5 ans jusqu'à la première. C'est la première. Et puis ensuite nous sommes partis pour des raisons professionnelles de mon père à Rabat où j'ai passé mon bac. D'accord, tu as fait ton bac. Mais alors là, chose extraordinaire, c'est que tu étais un très bon élève. Ouais, disons que j'aimais bien les études, oui. Maths sup, maths spé à Rabat. Non, à Casablanca. Casablanca. Au lycée Lyoté de Casablanca, voilà. Et après, tu intègres Polytechnique. Oui, voilà. Donc des super études. Enfin, je veux dire, Enfin, disons que c'est des études correctes, disons. Et puis, là, tu rentres en France, depuis Polytechnique, tu es en France. et ensuite, donc à partir de la fin des années 60, donc je rentre à Paris, je rentre en France pour terminer mes études supérieures, puisque après Polytechnique, j'ai fait l'ENSAE, l'école des statistiques, qui est l'école qui dépendait de l'INSEE. Et donc, je suis ingénieur économiste. Voilà. Et là, tu habites à Paris. Et alors, depuis ce temps, j'habite Paris. Alors, comment tu as découvert les Halles? Alors, c'est un petit peu par un double concours de circonstances. D'une part, lorsque je faisais mon école de statistique, son siège était rue de Montmorency dans le Marais. D'accord. Mais nous pouvions, en tant que élève administrateur, enfin élève fonctionnaire, aller à la cantine du ministère des Finances qui se trouvait rue Montesquieu, donc à côté du Palais Royal. Et donc tous les midis, on traversait voilà, il fallait traverser le jardin des Halles, voilà, les Halles. Ça fait combien de temps que tu habites aux Halles? Alors, en pratique, je m'y suis installé dès que j'ai commencé à travailler, c'est-à-dire ça fait maintenant une cinquantaine d'années. Cinquantaine d'années. Ouais. Donc, tu as connu le trou des Halles, je crois que tu m'as dit ça. Non? Alors, en fait, j'ai connu mais occasionnellement le départ des Halles, qui a démarré, qui s'est fait en 1969. Ouais. Mais ensuite, j'ai continué à marcher dans le quartier lorsqu'il y avait encore les pavillons, puisque les pavillons n'ont pas été tous détruits en 69, c'était plutôt au début des années 70. Petit à petit, oui. Petit à petit. Et d'ailleurs, c'était assez sympa parce qu'il y avait une activité culturelle dans certains des pavillons qui étaient restés, voilà. Et puis après, ils sont partis. Alors, quand tu as connu cette espèce de trou béant qui était nécessaire à... Alors, j'ai connu, d'abord, j'ai connu ce qu'on appelait le trou des Halles, qui était, ce trou qui était utile pour refaire la gare et puis refaire le dessus, le forum des Halles, le jardin, etc. Ça, tu l'as vu de tes yeux. Oui. Et alors, je dois dire qu'à l'époque, c'était un petit peu, c'était une situation un peu presque underground, puisqu'il y avait des commerces, des cafés assez spéciaux. Il y avait, je me rappelle, il y avait un coiffeur qui s'appelait Rocky Hair, qui se trouvait rue de la Ferronnerie et qui était extrêmement une époque un peu branchée, extrêmement moderniste, oui. Et voilà. Alors dans le trou des Halles, il y a eu le tournage d'un film de Marco Ferreri, avec Catherine Deneuve, touche pas la femme blanche. Et j'avais un ami qui est paix à son âme, qui est mort maintenant,
dont le chien, qui était un lévrier Sloogie, jouait le rôle du chien du capitaine Custer dans le film. Voilà. C'est sympa. Ah oui. Donc, qu'est-ce que tu as vu, puisque ça fait 50 ans que tu es Wall, qu'est-ce que c'est pour toi l'évolution? Bah, c'est une évolution continue. Bon, donc je rappelle le départ des Halles, puis le trou, enfin le trou des Halles, tous les petits commerces qui étaient autour, la construction en parallèle du centre Pompidou de Beaubourg, qui a quand même beaucoup marqué le quartier. Oui, on a vu aussi Oui, j'ai vu. Voilà. Et puis ensuite, la réalisation progressive de la gare souterraine, et puis du Forum des Halles sous sa version initiale, et du Jardin des Halles, du premier Jardin des Halles, qui était, quoi qu'on en dise, quelque chose d'assez réussi. Ouais. Voilà. Tu as toujours été à la même adresse, ici ou tu as changé? Alors, d'abord, j'habitais rue Montmartre, en face de ce qui est maintenant le café Le Tambour, qui s'appelait au départ, je ne pense pas qu'on aurait pu garder ce nom, qui s'appelait Le Petit Nègre. Et puis après, j'ai habité au bout de la rue Dicton, à quelques pas de là. Et dernièrement, je suis depuis un certain nombre d'années, j'habite rue Pierre Lescot, donc à côté de la fontaine des Innocents. Cette fameuse fontaine là, pour laquelle on s'est battu et qui va être rénovée. Voilà, et pour laquelle vous avez fait un très gros travail de conviction de la part des autorités. On a parlé, parce que on se connaît bien, on a parlé aussi de la vie dont on parle pas beaucoup, la vie idéale, la vie des cafés, la vie des bars, la vie des restaurants. Et toi, tu m'as dit que tu as vraiment passé une grande partie de tes activités nocturnes, enfin, que tu aimes beaucoup les cafés et les bars. Tout à fait. Alors, c'est dire, comme tu l'as rappelé précédemment, j'ai quand même eu une activité professionnelle un petit peu sérieuse, notamment en travaillant au ministère des Finances, puis la DGI, la Direction Générale des Impôts, c'est sérieux? Ah bah c'est sérieux, oui. Et c'était des très bons souvenirs d'ailleurs. Et puis également dans la banque, dans le groupe Crédit Commercial de France, où j'ai. Donc on a quelqu'un de sérieux en face de nous, ça on sait. Je sais pas. Et puis après, mais assez rapidement, je suis devenu consultant indépendant avant le début des années 2000. Voilà. Je sais, maintenant tu édites un bulletin, et tu fais des rendez-vous, enfin tu es toujours actif professionnellement, c'est formidable. Mais je voulais dire que on a parlé de quelques cafés, ça existe toujours d'autres pas. Et est-ce que tu as des souvenirs là-dessus? Alors, disons, si je peux parler de l'animation du quartier. Voilà. Là, nous sommes installés au début de la rue Montorgueil. Bon, pendant assez longtemps après le départ des Halles, cette rue Montorgueil était ouverte la nuit, c'est-à-dire qu'il y avait à partir de minuit, il y avait des commerces semi-gros qui ouvraient. On pouvait acheter de la viande, par exemple, à minuit, 1 heure. Ouais. Et il y avait des fruits et légumes, il y avait du fromage, etc. Et le début, enfin, la rue Montorgueil et également le début de la rue Montmartre étaient donc extrêmement animés à cause des commerces qui restaient ouverts. Ouais. Oui, comme au temps des Halles. Donc ça a disparu évidemment avec les Halles. Ça a disparu donc depuis maintenant un certain nombre d'années. Mais donc ça donnait une animation, ça continuait à donner une animation au quartier qui n'existe plus de la même façon aujourd'hui. Bon, on se voit, moi je veux dire, on se voit parfois chez Édouard, qui est de l'autre côté. Oui, c'est l'Express Bar, oui. Le fameux l'Express Bar, oui. Le café des sportifs. Quoique des sportifs, j'en ai pas vu des tonnes là, mais enfin. Ah si, il y a beaucoup de rugbymen qui vont là-bas, oui. 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 Qui est sympa, vraiment, c'est un des derniers bars vraiment populaires, je trouve. Alors oui, c'est un bar qui est resté dans son jus, si je puis dire. Oui. Cela étant, il y a donc depuis que je connais le quartier, il y a un certain nombre de bars qui ont existé, notamment un certain nombre créés par mon ami André Camboulas, qui est une grande figure du quartier et qui avait repris le tambour et qui avait également créé le Sage Pèlerin, qui est devenu le Cochon à l'oreille au début de la rue Montmartre. André Camboulas. André Camboulas. Camboulas. Oui, qui est une grande figure du quartier.
Voilà. Et qui avait fait aussi un autre restaurant, enfin au bar de nuit qui s'appelait le Fitzcarraldo au début du passage du Grand Cerf, à quelques encablures d'ici. Il est toujours là, monsieur Camboulas? Bah, il est un petit peu âgé, mais voilà, il est toujours dans le quartier, oui. Chez Edouard, il y a l'esplanade où on se retrouve de temps en temps, il y a d'autres bars au café où on se croise, on croise tous les habitants. Les habitants du quartier vont toujours un peu aux mêmes endroits. J'ai remarqué ça. Et les touristes à d'autres. Ça dépend, mais c'est vrai qu'il existe un certain nombre de bistrots traditionnels, enfin qui sont restés un petit peu comme avant, comme l'endroit où nous sommes ici, l'Esplanade. Mais il y a également, je dirais, une volonté de la part de certains animateurs de restaurants et de bistrots de conserver cet esprit et notamment, bon, je sais pas si je t'en avais parlé, j'ai un ami qui s'appelle Alain Fontaine qui est le patron du Messuré, qui est avec un restaurant vers la Bourse, qui milite qui milite pour inscrire les bistrots parisiens au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Enfin donc il y a un certain nombre de personnes qui essaye de défendre cet esprit de bistrot qui a tendance à s'étioler du fait du changement de la nature des bistrots. Et surtout qu'on en a parlé hier soir parce qu'il y avait une réunion de conseil de quartier, mais on peut pas garder les bistrots dans le patrimoine actuellement, parce que je me souviens qu'il y avait un bar très beau, très chouette, un bar irlandais, qui a été détruit. Oui, et, rue du Jour, oui. On peut quasiment tout détruire comme commerce. C'est-à-dire il n'y a pas vraiment de loi là-dessus. Donc ça, effectivement, il faut réfléchir à l'inscription de certains bars dans le patrimoine, ça serait... Exactement. Alors, il existe certains restaurants qui sont classés, mais enfin, c'est vrai que c'est une exception. C'est vraiment une exception. Oui. Et alors, il y a aussi une animation de nuit qui a un peu tendance à disparaître parce que les gens sortent dans la nuit, parce que c'est autre chose, mais bon, tout le monde on a connu au moins deux noms, les Bains Douches qui étaient pas loin, et puis rue des Lombards, je crois qu'il y avait le Black and White, non? Oui, le Black and White, c'était une boîte de nuit africaine, donc assez chic et que j'ai beaucoup fréquenté. Les blancs à rentrer. Non, bien sûr, non, mais disons qu'il y avait plutôt une clientèle africaine un peu chic, mais bon, étant du quartier et étant ami avec le patron, j'avais l'occasion d'y aller assez souvent. Enfin voilà, et c'est des bons souvenirs. Mais malheureusement, elle est fermée depuis pas mal d'années. C'est le patron, Monsieur Samba, qui est mais c'est à son âme, c'est lui qui avait été l'initiateur du Cœur Samba aux Champs-Élysées, qui existe toujours. C'est fou comme les Exactement. Voilà. Et sinon, en termes de boîte de nuit, là, un peu plus loin, rue Montorgueil, à quelques pas d'ici, il y avait une boîte de nuit qui n'existe plus, qui s'appelait le Chems. C'était sur le Chaboté. Le Chems. Le soleil. Et c'était, voilà, mais ça n'existe plus. Alors c'était ouvert jusque tôt le matin, et c'était ce qu'on appelait un after pour pour les gens qui revenaient du palace ou des bains douches. Parce qu'il y avait le palace aussi à l'époque qui était qui était plus loin. Oui, mais qui était, enfin disons les gens qui sortaient du palace souvent revenaient au hall après. Ouais, c'était une zone d'after. Voilà. Et en français. Voilà. Et là, tu es bien à la rue Pierre-Lescot. Oui, on peut dire qu'il y a une certaine animation. Bon, je dirais bruit en étant un petit peu négatif, mais disons que non, moi je trouve que c'est une ambiance. On sent que c'est un endroit qui attire beaucoup de monde. Beaucoup de monde viennent un peu partout autour de Paris. Ce que je pourrais, si je devais émettre une appréciation par rapport à l'évolution, je dirais géographique et urbanistique du quartier, c'est que je trouve que on aurait dû garder le forum tel qu'il était avant, avec les parce que finalement cette canopée à la fois elle est très moche et elle est très moche. En plus, elle n'abrite pas de la pluie et par ailleurs le jardin qui existait avant
était un vrai jardin. T'as un peu de regret là-dessus. Voilà, il y avait notamment un petit jardin d'enfants juste à 2 pas d'ici qui a été détruit, qui avait été créé par Madame Lalanne. Oui, je me souviens. Il y avait également de l'autre côté des structures métalliques pour accueillir des feuillages de l'autre côté, du côté de la rue Berger, créé par Monsieur Lalanne, son mari, et qui a été démoli. Tout a été détruit et finalement on a remplacé ça par des pelouses sans intérêt, voilà. Bah ouais, tu sais, les avis sont partagés sur la nouvelle construction, c'est compliqué. Mais enfin, en fait, le projet qui a été retenu finalement était pour remplacer le forum était le projet, à mon avis, le moins intéressant. Ouais. Il y avait un projet par contre d'un architecte hollandais, Koulas, qui était un qui a priori, je pense, aurait été mieux. Mais bon, c'est comme ça. C'est fait. Hein. C'est fait. On va pas refaire le passé. Bah, tu sais, il faut attendre, c'est tous les 30 ans, il le change donc. Ah, oui, ça va bientôt se faire, alors, le prochain. Bon, merci Joseph. Je t'en prie. À très bientôt. À très bientôt.